Yawarana, et bienvenue dans ce podcast dédié au savoir sacré, à la transmission des savoirs intuitifs, des connaissances qui viennent d'ailleurs, qui viennent de nos ancêtres, c'est-à-dire le passé, le présent et le futur. Je suis Céline, je suis l'hôte de cette chaîne. Je suis convaincue que si on revenait à l'école sacrée où on apprend à méditer, l'importance du souffle, à rêver, l'importance de se connecter à l'inconscient collectif, à se soigner par le cœur, par l'âme, à apprendre par la connaissance qui élève l'esprit, à performer, maîtriser un art tout au cours, tout au long, tout au cheminement de notre vie, nous pourrions avoir une société plus dans le cœur, plus dans la conscience, mais surtout dans le fait d'être là aujourd'hui aux abonnés présents. Aujourd'hui, on parle de Capricorne, de la maison 10. Et qui dit Capricorne et maison 10 dit Saturne. Et Saturne, autant j'en ai fait, j'en ai dit des choses sur Hélios, le Soleil, le Lion, notre ami Jupiter, Sagittaire, la maison 9, le voyage, notre ami Mars, notre ami Vénus, notre ami la Lune, Gaïa, la Terre, combien tous ces planètes sont essentielles pour notre enseignement. Mais là, autant vous le dire, on rentre dans la maison du maître. C'est assez fou, on va comprendre pourquoi Saturne, c'est vraiment un enseignement essentiel, mais vraiment très très important à comprendre, notamment pour éviter la frustration, pour éviter l'amertume, pour éviter peut-être de se prendre trop au sérieux aussi, et de rester dans une énergie solaire, qui est créative, enfantine et connectée à son enfant intérieur, mais aussi à son Jupiter, donc à son abondance et à la générosité. Oui, le Capricorne, Saturne, la maison 10 ont des aspects restrictifs sur tout ça, mais sans eux, on n'arrive à pas grand-chose. Donc, autant vous dire que c'est important. Allez, si vous êtes là, si ce contenu résonne, sachez que c'est intégré à un enseignement des 12 archétypes du signe du zodiaque. Ça s'anime dans la maison. Et ça fait vraiment partie d'un enseignement que j'offre, que je prépare, procède. Je me dis, oui, ça m'aide beaucoup d'être dans cet enseignement. Pour l'éclipse solaire qui arrive maintenant dans 3 jours. Il y aura encore Uranus, Neptune et Jupiter, Scorpion. Le bruit de la machine à laver me déconcentre. On va attendre qu'elle s'arrête et on va rentrer dans qui est le Capricorne. Oh oh, qui est le Capricorne? La machine s'est arrêtée, la structure est revenue. Le Capricorne, c'est le tambour qui vous rappelle le rythme de la vie, qu'il faut laver son linge sale en privé, dans le cellier qui n'a pas de porte. Le Capricorne est un signe vraiment durable, stable, fidèle. C'est aussi l'entrepreneur de nos astres. C'est un signe qui nous parle de la maison 10, donc d'un saut quantique, d'un changement fort, d'un apprentissage dans la numérologie, mais qui nous parle aussi de l'énergie saturnienne, l'énergie qui régit notre société au sens le chronos, le temps. Et on sait très bien que le temps, c'est l'art des gens, l'art des relations. Assez intéressant pour le Capricorne. Allez, on rentre dans ce que l'on aime au début, c'est-à-dire parler d'un signe solaire avec des caractéristiques qu'on lui attribue parce que nous ne sommes qu'une version de la pièce. Donc, vous entendez déjà que je n'aime pas résumer une personne à un signe solaire. Pour moi, c'est une ineptie de faire ça. Donc, quand on entend des astrologues, des horoscopiens nous dire tu es Verseau, tu es Lion, tu es Capricorne, c'est nous ôter d'un bras, voire nous ôter de nos 2 jambes, parce qu'en fait, c'est nous empêcher déjà de regarder, alors c'est de plus en plus connu, l'ascendant et la lune, mais c'est surtout nous empêcher de regarder les énergies qu'il y a dans nos maisons. Et parfois, on peut avoir un soleil en Capricorne, mais être très lionesque, par exemple, puisque c'est le thème de cette série de 12 signes. Donc, c'est vraiment important de comprendre que pour moi, on a des énergies. Il faut
entrevoir notre thème astral comme une série d'indicateurs énergétiques, un tableau de performance où on voit différents niveaux. Et ces différents niveaux sont déterminés par notre moment de naissance, ce qui va déterminer notre corps énergétique, et d'assurer que ces niveaux sont satisfaits, ni trop peu, eh bien, on va pouvoir être dans l'alignement et l'expression des meilleures lois de l'univers. Et vraiment, Capricorne, à travers Saturne, alors je vais parler de Saturne tout à l'heure, mais il est là pour nous aider en fait à aller dans les lois de l'univers. Si on dit des choses du Capricorne, c'est qu'il est souvent considéré comme le bon entrepreneur, celui qui gère une entreprise, mais aussi comme un bon père de famille. Donc le côté, voilà, les anciennes entreprises, comme on dit, avant que l'on soit vraiment dans une division du travail, dans une robotisation du travail ou dans une hiérarchisation du travail, mais qui fait partie de l'énergie du Capricorne, où on était, voilà, bon père de famille, c'est-à-dire la naissance vraiment du travail hors le système médiéval qui est arrivé avec la Renaissance et surtout l'industrialisation de notre société, où on a vu des entrepreneurs qui n'étaient plus des seigneurs, donc c'est des droits, on va dire, royaux, mais qui ont récupéré une autre forme de droit royal qui est le capital économique. Et donc la création de valeur à partir d'innovations, de produits, de biens de société. Pour moi, par exemple, une grande caractéristique de cette énergie, ça va être par exemple Ford, Henry Ford, qui m'a dit, si j'avais écouté la société qui avait dit, à quoi ça sert d'aller plus vite qu'un cheval, on n'aurait jamais inventé une voiture. Et Henry Ford, c'est sûr, il est à l'origine du Fordisme, donc une division comme, j'ai envie de dire Charlie Chaplin des temps modernes, quoi, une division organisée du travail, mais aussi à l'origine de si j'augmente de $1,5 le pouvoir d'achat de mes employés, alors à l'époque c'est beaucoup, hein, ça vous paraît pas beaucoup, mais à l'époque c'est beaucoup, eh bien ils vont redistribuer de leur argent dans le système et ça va permettre de faire cette circulation des biens, circulation de l'argent, circulation de la richesse. Ce qui franchement est assez intelligent parce qu'en fait on est dans l'idée de on travaille et le travail nourrit un autre qui va nous nourrir aussi. Et c'est vrai que c'est vraiment ça, le bon père de famille. Et ça reste, je dirais, encore humain. Ce qui est aujourd'hui difficile, c'est l'évolution de nos sociétés qui sont axées sur des rendements peut-être trop économiques, trop axés sur la performance, trop axés sur une compétition malsaine, alors peut-être entre les entreprises et les produits, mais on sait aussi que la compétition peut être saine. Et ça, c'est vrai que le Capricorne, il est apte à la compétition, comme le Bélier. Hein, ça va être des énergies pour ça qui vont être assez en complicité et en accord de la compétition. La différence, c'est que le Bélier, il va aller dans la compétition vraiment pour gagner. Le Capricorne, il va aller dans la compétition, mais pour durer. C'est vraiment ça la différence, ce qui va le rendre fidèle, stable. On dit que c'est un signe qui nous parle de vraiment une relation stable. Vous voulez avoir une relation stable, j'ai envie de dire, allez avec un Vénus en Capricorne, allez avec quelqu'un qui a des placements en Capricorne très forts avec la Vénus, parce qu'il va incarner cette importance de la tradition, du patrimoine, de ce qu'il faut respecter qui vient de nos anciens. C'est vraiment les grandes qualités du Capricorne et qui en fait un être capable d'entreprise. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup aujourd'hui dans la société, c'est on casse la valeur travail, on casse la société. Alors, il y a un petit peu, bien sûr, plusieurs manières de le voir, mais si on se cantonne à je parle d'un, parce que c'est ça le Capricorne, hein, il peut avoir tendance à regarder qu'une seule chose, mais en fait, il va venir aussi comprendre qu'il y a plusieurs choses et il va avoir la capacité à s'ouvrir à l'espace public. Il est la maison 10, donc la capacité à être dans le relationnel autour de lui, regarder son environnement autour pour pouvoir briller autour de lui. Donc il a quand même une compréhension de ce qui se passe autour de lui. Un bon père de famille. Un bon père de famille, c'est un père qui a connaissance des besoins de son épouse, mais qui a aussi connaissance des besoins de ses parents, qui a connaissance des besoins de ses enfants, et qui va essayer d'équilibrer. Et ça, c'est vraiment la logique du Capricorne. Il va être dans cette espèce d'équilibre. Et donc, il va être un travailleur, il va aimer la fonction travail, il a compris l'importance de la fonction travail. Il arrive en maison 10, donc il est sage et il a compris que c'est en travaillant beaucoup, en travaillant dur que l'on obtient la réussite. Et c'est un bel enseignement parce que ça va, je trouve au contraire de beaucoup de choses de ce qu'on nous dit aujourd'hui, mais parce qu'on vient de sortir d'un Pluton en Capricorne et qu'on rentre plus dans un Verseau en Pluton en Verseau, et qu'il ne faut pas oublier
que Verseau est aussi gouverné pendant des siècles d'astrologie par Saturne. Donc il a un côté capricornien, notre Verseau. On nous le présente comme le rebelle, mais moi je suis désolée de dire que le Verseau est un rebelle pur et qu'il en a rien à foutre de la tradition, c'est oublier son origine. Déjà, elle vient du Capricorne, donc de toute la stabilité, le côté bon père de famille que va apporter le Capricorne, et il va apporter, lui, l'innovation qui va du coup nourrir le Capricorne. Et ce qui explique que pour moi, des entrepreneurs, cette image de l'entrepreneur, cette image du directeur est très positive, très bienveillante, elle porte notre société. Et moi qui suis petite fille, petite fille d'entrepreneur, petite fille d'un employeur qui a donné à nourrir et à grandir à 25 employés dans un pays qui est au Maroc, alors que lui, il est italien, il fuit la dictature mussolinienne, enfin c'est son père qui fuit la dictature mussolinienne et qui... Les one self-made man, mon grand-père, hein, c'est vraiment quelqu'un qui va construire sa richesse, il ne part de rien avec son père, et il a envie d'aller en Italie, il a envie même d'aller aux États-Unis, mon grand-père. Donc ça montre aussi son image. Il était fasciné par Ford, il était fasciné par Taylor, il était fasciné par les présidents américains. Il avait vraiment ce respect très fort dans l'enseignement américain. Et c'est vrai que l'enseignement américain, d'une certaine manière, il est capricornien. Il nous parle de hiérarchie, il nous parle de hiérarchie et de mérite. Et le Capricorne, ça va être un petit peu son enseignement. Il va comprendre qu'il a atteint un niveau de mérite, qu'il a atteint un niveau de sagesse. Et en fait, là où il est en tension, et donc pas par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on on déconstruit, on déshabille la valeur du travail, on déshabille la valeur des entrepreneurs, et puis on a une panoplie d'entrepreneurs qui vont nous porter pendant par exemple 10 ans, 20 ans, et qu'ensuite on va complètement déconstruire dans le récit. Je pense à Gates. Alors Gates, c'est sûr que si c'est vrai ce dont on l'accuse, moi j'ai envie de dire c'est normal qu'il y ait un tribunal. Mais je pense aussi à Steve Jobs, dont on a fait une icône et aujourd'hui dont on découvre aussi toute sa problématique par rapport à sa famille, sa maladie, qui va nous enseigner des choses sur qu'est-ce que c'est être entrepreneur. Combien ça coûte d'être entrepreneur finalement. Et en ce moment, bien sûr, c'est notre ami Musk qui a été le roi, entre guillemets, du pétrole de la Silicon Valley, alors plutôt le roi des métaux rares, et qui aujourd'hui est en train de se faire quand même vachement remettre en question, alors par son alliance avec Trump, et d'ailleurs Trump, parlons, c'est une figure d'entrepreneur qui a régné sur l'imaginaire des années 80-90 jusqu'à 2000, qui a été mis en ridicule, qui est devenu président, mais qui a quand même été élu, et qui aujourd'hui, on se pose vraiment la question, pour moi, il est en train de devenir un martien, entre guillemets, limité, hein, et c'est pas forcément bon. Mais en même temps, il remet en place aussi des structures dont peut-être on avait besoin. Mais c'est sûr qu'il détruit aussi beaucoup de choses, Trump. Donc on est vraiment dans cette question de l'entrepreneur qui met en place des choses et qui s'aperçoit qu'il détruit aussi des choses en prenant des décisions, en ancrant dans la matière. Et en fait, tout son axe, ça va être d'aller. Lui, c'est un axe inversé, donc c'est d'aller retourner vers le cancer. Et donc de retourner vers son karma, donc de se prendre effectivement un karma. Pour moi, c'est aussi la boîte à Pandore, c'est-à-dire que Capricorne, il va exprimer cette mythe, c'est-à-dire on ouvre la boîte et on s'aperçoit que quand on a une bonne idée, quand on veut prendre soin des personnes, quand on veut être cette figure de directeur, quand on veut manager les personnes vers une vision, eh bien, on va se prendre le karma de ces personnes qui n'ont peut-être pas envie qu'on les manage, même si on leur donne un salaire, même si on leur donne un statut, et on va se retrouver face à c'est quoi qui est vraiment important pour moi. Et souvent, le Capricorne, ça va être de retourner vers l'émotion, de retourner vers le cancer, donc vers la lune, de retourner vers quelque chose qui va être dans l'ordre du cœur, qui va être dans l'ordre du cœur mais émotionnel, pas dans le cœur intuitif, spirituel. Le Capricorne, c'est un des 4 signes les plus spirituels du zodiaque, au sens où on en rentre sur le troisième feu qui est porté par le Sagittaire et qui est donc le feu spirituel, le feu en lien avec le divin, mais il va avoir ce côté un peu clair-sentant, c'est-à-dire qu'il va être divin par la force d'être. Ça va être comme le taureau et la vierge. Le taureau, il est clair-sentant, mais au sens ancré dans la matière, et il a un instinct, sans comprendre. C'est tellement naturel pour lui pour moi, c'est les Tahitiens, c'est les Polynésiens, c'est vraiment le mana intégré en soi. La Vierge, c'est j'ai compris ma spiritualité et je vais l'intellectualiser. Donc, ce serait plutôt les Occidentaux, la foi, la chrétienté. Le Capricorne,
bah, ce serait vraiment le côté spirituel maître. Et donc, ce seraient les Indiens. D'ailleurs, je me suis posé vraiment la question de ce que j'allais parler bah, de Saturne de façon indienne, sauf que je ne suis pas légitime et il faut aussi admettre, bah, là encore, ses limites. Et quand on a compris les limites du Capricorne, on va aller vers quelque chose qui bah, fait foi dans notre famille, fait foi dans notre âme. On revient sur l'enseignement que le Cancer donne au Capricorne. Et le Cancer, il lui dit, bah, toi, tu as compris ce que moi, je n'ai pas encore compris, c'est-à-dire que je suis responsable du secret de la bibliothèque akashique. Je tisse en fait les liens et je tisse la lumière dans ma famille, mais moi, je suis en train de comprendre ça et je le comprends. Donc toi, tu l'as déjà compris. Lui, il tisse la lumière dans la société. Et il va, je dirais même, mettre de la bâtisse, de la structure, du temple, de la cathédrale dans la société. Donc il va choisir en fait les pierres de la pyramide, il va choisir les pierres de la cathédrale. Donc c'est quand même une sacrée responsabilité. Tout d'un coup, on lui dit, ben, ta pierre, elle a un défaut. Ou on ne sait pas d'où elle vient, ta pierre, si on revient sur l'exemple de la pyramide. En fait, on nous donne une version de l'histoire, mais on ne sait pas si c'est la vraie histoire. Et il y a plein de théories sur comme quoi elle a été construite de telle manière. Et puis si on reprend Notre-Dame, je vous invite à écouter, j'ai fait une capsule sur Notre-Dame, sur les lieux sacrés. Et en fait, Notre-Dame, bah, on bâtit un temple sur un temple d'un temple. Donc c'est aussi ça Capricorne, c'est-à-dire qu'il a compris des cycles. Il a compris, mais c'est bien d'avoir des cycles, mais il y a un moment, c'est quoi l'enseignement? C'est quoi l'essence de l'enseignement? Et en fait, le Capricorne, il va comprendre que c'est de se connecter fondamentalement à l'eau lunaire, à l'eau bah, qui est dans l'ombre. Donc accepter que oui, il y a de l'ombre sur Terre. Et accepter que bah, il va essayer d'ordonner cette ombre et de mettre de la lumière, mais que quand l'ombre agit, bah, c'est pour le bien de la société et c'est pour son bien à lui. Donc il va devoir énormément apprendre à lâcher prise et à faire confiance en fait à sa famille au sens large du terme, ses familles au sens du terme. Et quand il est dans cet axe de lâcher prise, de ok, bah, j'ai donné par exemple un emploi à ma sœur ou à ma femme ou à une amie et ça se retourne contre moi, c'est bamboula, favela, novella, c'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire que tout ce qu'il n'aime pas, hein, complications qui ne l'intéressent pas, eh bien il va comprendre que bah, c'est plus son rôle, il va se détacher de ça. Et son rôle, c'est de garder la lumière même au moment de l'ombre. Donc c'est une sacrée enseignement et in fine, il va obtenir bah, la lune. Donc, un amour bah, inconditionnel au soleil, inconditionnel à sa lumière. Donc, à la fois unité, mais conditionnement, il reste saturnien, euh, de, son, de son existence sur Terre, mais de son cœur aussi. Et on sait très bien que Saturne, et ça je vais tout de suite faire du coup transition et je vais aller vers l'enseignement de Saturne, mais un des préceptes en fait de Saturne, c'est qu'il nous teste, qu'il met des lois, qu'il nous... C'est pas qu'il nous teste au sens, il nous juge et il nous évalue. Il regarde notre capacité à résister. Et la seule chose qu'il veut, c'est que quand on a suffisamment grandi et qu'on est suffisamment conscient de nos forces, il ne veut qu'une chose, c'est nous donner à Vénus. Et donc, c'est de nous donner à l'amour terrien, à l'amour sur Terre et à l'amour aussi de Vénus au sens inconditionnel et je dirais infini du terme. Donc, quelque chose qui est beaucoup plus humain, mais qui ben, est finalement la clé de ce que l'on vient aussi vivre. Allez, on va parler de Saturne et Saturne. Bonjour, quoi, parce que c'est. J'ai envie de dire, il faut être à la hauteur pour parler de Saturne, mais on va essayer quand même. Saturne, Saturne, samedi, saturnien, l'expression même des lois de l'univers, l'expression même du temps humain à l'échelle de l'homme. L'homme qui apprend qu'il est loi et les lois de l'univers, à la fois maître des lois et à la fois obéisseur des lois, c'est dire. Saturne est bah, la deuxième planète la plus grande après Jupiter. Elle est caractérisée pour moi par ses anneaux. Alors il y a des anneaux hein, sur Jupiter aussi,
Et les anneaux de Saturne, ils sont vraiment une allégorie de l'enseignement et de l'initiation. Je vais vous laisser un texte qui est gratuit et qui est mis à disposition par la tradition que je vais appeler indienne et qui nous parle en fait de la symbolique des anneaux de Saturne et du chemin initiatique de Saturne. Alors Saturne, c'est Chronos en grec. Bon, ceux qui m'écoutent le savent, je préfère parler des astres avec la version grecque parce que je suis plus à l'aise qu'avec la version romaine. Et je trouve que pour Saturne, c'est d'autant plus véritable. C'est-à-dire que Chronos, normalement, même si on ne connaît pas le grec, on entend chrono, on lève le S, chrono, chronomètre, quoi. Et donc, ça va nous parler déjà de la notion du temps, du rythme du temps, de la persévérance et de l'endurance. Quand je courais gamine à 17 ans, 18 ans, qu'on était dans les sports où on était noté pour notre bac, j'avais choisi la course d'endurance parce que j'étais surnommée le chronomètre. Je faisais le tour de la piste, de l'itinéraire qu'on avait à faire, qui était un itinéraire dans une petite île, l'île de Château. Et je le faisais en 1 minute 58. Et je me souviens que ma professeure trouvait ça assez incroyable parce que j'arrivais toujours à 1,58, peut-être parfois 1,59, 1,58, 1,58, et je terminais toujours le dernier tour à 2,2. Ce qui est quand même assez drôle, et à chaque fois c'était incroyable. Donc forcément j'ai eu la meilleure note de toute la classe parce que j'étais ce chronomètre. Et pour moi, comprendre la notion du chronomètre, c'est comprendre la notion du temps. C'est comprendre le samedi. Je l'ai expliqué dans une autre vidéo, je ne sais plus laquelle, sur quel signe, mais le samedi, c'est soit le 7e jour, si on est sur dimanche, Dieu se pose la question de créer, donc il est dans la Genèse, et il est dans la lumière fut, et c'est sûr que ça paraît logique que ce soit le dimanche que la lumière émerge et qu'on aille à la messe, qu'on se retrouve ensemble, et finalement c'est un acte de travail, un acte de conception des jours qui vont suivre, et tout le reste des jours, on conçoit notre création. Donc on travaille lundi, mardi, mercredi. Et le samedi, on serait dans le repos, ou au contraire, dans le saturnisme, saturnien, c'est-à-dire on reçoit, on récolte le fruit de nos travail. Saturne, outre le fait que ce soit donc Chronos, un titan qui naît de Gaïa et Ouranos. Alors, je reviens rapidement sur la légende. Gaïa, c'est l'esprit confus, enfin, pas au sens quelqu'un qui ne sait pas ce qu'elle veut, au sens l'esprit qui plane. Ce serait mieux de le dire comme ça d'ailleurs. L'esprit de fécondité. C'est un lac, Gaïa. C'est la source de source, mais au sens... pour moi, c'est un lac avec des lucioles d'étoiles qui planent. Et qui se dit, qui voit une connaissance émerger, et qui se dit, je vais créer un mari. Donc c'est l'œuf dans la poule dans l'œuf. C'est toutes les légendes de création, et la Genèse par exemple. Et donc l'esprit de Dieu plane sur les eaux femelles et masculines. Et va naître l'homme, Ouranos. Donc le principe féminin est premier, le principe masculin est second, mais c'est l'homme qui permet la création par la formulation de la parole. Et ça, c'est commun à toutes les cosmogonies de création. C'est le mythe d'Isis, d'Osiris, Seth. Enfin voilà, c'est vraiment, on revient sur la base, comme dirait mes autodures à Tahiti. Et elle crée Ouranos, qui est donc le dieu du ciel, et qui va l'aider à organiser la terre et le ciel. Et ensemble, ils ont des enfants. Et un des enfants, c'est Chronos, c'est Saturne, Titan. Donc un sacré morceau de personnalité, de pouvoir. Ouais. Donc Chronos, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire comme tout le monde. Il va se marier, il va faire des bébés avec sa sœur Rhea. Et qu'est-ce que ça donne ? Ça donne que Chronos, il ne supporte pas d'être père. Et donc, il bouffe ses enfants. Donc, il va donner naissance à Hadès, Pluton. Il va donner naissance à Neptune, à Poséidon. Il va donner naissance... Non, c'est pas Vénus, parce que Vénus, c'est sa petite fille. Un autre signe du zodiaque important, je ne sais plus. Oui, il va donner naissance à Zeus. Mais sauf que Rhea, comme elle en a ras-le-bol de voir le mari bouffer ses enfants, donc on en revient par exemple sur la mythologie des ogres. Et c'est quoi la symbolique de l'ogre, notamment dans l'énergie masculine ? Et en fait, c'est de vouloir créer, et en même temps ne pas supporter sa création. Et donc, c'est d'ingérer.
Ça va être aussi, par exemple, en lien, alors ça va être un enseignement quand même sensiblement différent, mais il va y avoir quand même cette idée-là de la baleine, donc un symbole peut-être de la cave divine, de l'acceptation divine, de l'entrée divine, de la gestation divine, qui va bouffer Jonas, mais qu'elle va recracher. Et ça peut être aussi en rapport avec, du coup, la symbolique. Ben, on en revient sur qui est la mère de Chronos, Gaïa, qui est à la fois créatrice, mais à la fois gestation, enfin, la gestation. Pour moi, les élèves, je vous invite à écouter le taureau sur la symbolique de la gestation. Et c'est combien ça explique énormément de choses sur la matrice humaine. Et donc, Chronos, il va pas savoir que Zeus est là, et il va la laisser vivre. Et qu'est-ce qui va se passer? Le fils va surpasser le père. Et ça, c'est toutes les cosmogonies, ou non, plutôt toutes les légendes, mythologies, pardon. On n'est plus dans la cosmogonie maintenant, on est vraiment dans les légendes. Donc, ce qui arrive de la cosmogonie, pour moi, la cosmogonie, c'est tout ce qu'on savait. Les savoirs sacrés, premier niveau, on va dire, de savoir sacré, qui était oral, qui était dans l'observation, qui était dans la transmission, avec des responsables de cette transmission. Et à un moment, on choisit d'écrire. Et quand on choisit d'écrire, on choisit de raconter des histoires. Donc, on choisit de faire séparation sur la manière dont on raconte des histoires. Et en fait, c'est les mythes de Oedipe, par exemple, qui tue son père. C'est Freud qui nous parle de Oedipe qui tue son père. C'est Moïse qui est caché et qui va finalement libérer un peuple et peut-être arriver même à la destruction de Pharaon. C'est pour moi, par exemple, un complexe saturnien, c'est ce qui s'est passé pour la Saint-Barthélemy. C'est-à-dire qu'on tue nos enfants pour pas, en fait, qu'ils nous se permettent de devenir majoritaires dans leur religion. Donc, c'est tous ces actes de massacre pour empêcher, en fait, une germe de grandir. Sauf que ça arrive et ça va forcément se retourner contre la personne. En tout cas, c'est ce que nous explique Zeus, le mythe de Zeus, parce que du coup, il va challenger son père. Ça va foutre Gaïa, donc sa grand-mère, en hyper colère. Elle va créer Trichon, et Zeus va quand même y arriver. Et Zeus, c'est qui? C'est Jupiter. Donc Saturne, il nous enseigne l'humilité, parce qu'il se fait bouffer par son fils et il se fait dépasser par son fils, alors qu'il bouffait tout le monde et qu'il contrôlait tout le monde et qu'il était titanesque, quoi, titan, hein, la force. Il va nous apprendre l'alchimie du temps, et ça va être la symbolique du plomb notamment. Il va nous apprendre l'ordonnancement du temps, comment on crée au fur et à mesure du temps. Et il va nous apprendre qu'avec ce retour en fait du fils qui le tue, ou en tout cas qui amoindrit son pouvoir, qu'il y a rétroaction, donc qu'il y a des conséquences à nos actes. Et donc on dit souvent que on a entre guillemets deux porteurs du karma. C'est marrant, ils sont en axe dans le zodiaque. Le Cancer avec la Lune et le Capricorne avec Saturne. Donc comprendre l'axe 4-10, c'est comprendre pourquoi il y a des lois de l'univers, mais aussi comprendre pourquoi il y a des choses qui sont meant to be, quoi, qui sont écrites dans les tablettes d'argile du maître sage qui garde le temple. Et que ces tablettes d'argile, il a envie de nous les partager, mais il veut qu'on les mérite. C'est là où Jupiter et Saturne sont très différents. Jupiter, il dit je te donne, je suis Zeus, quoi. Mais si je suis pas contente, waouh, colère, quoi. Et je te prends tout. Saturne, c'est je te donne pas, et je te fais travailler pour. Et si j'estime que tu mérites, alors là, je te donne. Et une fois qu'on a compris ça, pour moi, on a compris la condition humaine. On a compris que la régularité, la persévérance, le fait aussi de faire attention à son temple, de faire attention à nos relations. Le cinquième accord Toltec, pour moi, a un aspect très saturnien. C'est j'ai appris qu'il fallait se méfier. J'ai appris qu'il fallait réserver ma flamme. J'ai appris le secret porté par le cancer. Donc, je vous invite à écouter aussi le podcast sur le cancer. Cancer, il porte le sacré et il porte les secrets. Et une fois qu'il a compris qu'il détient ses secrets, il peut se déployer. Lui, il a appris les secrets. Donc, il va chercher à comprendre qui mérite à obtenir ses secrets. D'obtenir ses secrets. Donc, Saturne, c'est un... En fait, pour moi, c'est l'enseignant, mais d'ailleurs, ça va aller avec la figure du Capricorne. C'est-à-dire que c'est l'enseignant qui paraît hyper froid,
qui est pas du tout sympa comme Jupiter, qui est cool, qui est drôle, qui voilà le prof cool qui va être populaire auprès des élèves. Mais tout d'un coup, il va sévir et là, les élèves vont pas comprendre pourquoi il sévit. Mais parce qu'en fait, ils n'ont pas respecté la loi de Jupiter, ils n'ont pas respecté la loi du don contre don. C'est aussi ce que va nous apprendre le Jupiter. Je te donne, tu me donnes en échange. Ou en tout cas, voilà, je te donne ou tu m'obéis. C'est un petit peu ça, Jupiter. Saturne, c'est je te donne pas. Je te donne une miette. Comment tu réagis? Est-ce que tu es à la hauteur de cette miette? Et en fait, Saturne, il nous dit, moi, je veux pas te donner des miettes, je veux te donner le gâteau. Mais pour que tu aies accès au gâteau, il faut que tu acceptes part par part. Parce qu'en fait, le gâteau, tu peux pas le bouffer d'un coup. Sinon, tu vas devenir gros, tu vas devenir obèse. Donc Saturne, c'est aussi voilà, on en revient sur un bon père de famille. C'est un bon médecin. Il peut avoir un côté know-it-all, Saturne. C'est-à-dire que ça peut être aussi le prof, vous savez, qui est froid, c'est marrant parce que je m'identifie vraiment aux deux profs. Après, c'est normal, j'ai une conjonction, moi, Saturne-Jupiter, donc ils sont ensemble, moi, dans mon... J'ai essayé de visualiser hier mes enseignants et j'ai quand même Saturne, la Lune et Jupiter ils sont sur le même axe. Vous savez, ils ont une salle entière, on leur a donné une maison entière. Ils se sont mis au même endroit, c'est même pas sur un tapis ensemble, c'est sur un point ensemble. Donc forcément, je peux parler facilement de Saturne et de Jupiter, parce que Saturne, c'est moi, mon côté prof, qui est froid, qui cherche pas à cherche pas à ce qu'on me comprenne en fait. Il y a vraiment cet aspect-là. Saturne, il cherche pas à ce que vous le compreniez. Et c'est toi qui vas chercher. Tu vas aller faire la démarche d'aller comprendre. Tu vas aller te bouger les fesses pour comprendre. Et je vais pas te faire croire que la connaissance elle est facile ou que l'argent elle est facile. Ou si tu veux beaucoup d'argent, ok, on va voir si je vais te la donner et on va voir si tu es capable de le garder. Et du coup, si tu n'es pas capable de le garder, je te l'enlève. C'est ça, Saturne. Ou au contraire, en fonction de vos placements, je vais voir si tu es un bon gestionnaire de ton argent et si tu es sérieux, je te donne beaucoup d'argent. Parce que c'est vrai que Saturne, on parle beaucoup de l'argent. C'est vraiment un axe fort avec Saturne, c'est l'argent et c'est la reconnaissance, mais pas au sens ionesque, là encore. Hélios, c'est un autre axe, hein. Mais au sens reconnaissance publique des pairs. On dit souvent que si Saturne est en maison 10, vous allez être riche ou célèbre. En fonction aussi des placements de Saturne, surtout en maison 1 ou maison 2, vous pouvez avoir cette accessibilité à la célébrité. Mais Saturne, il va le faire que si vous êtes en cohérence avec son enseignement. Donc on en revient sur la constellation, l'ombre qu'exprime Saturne à travers vous. Et Saturne, c'est vraiment, vraiment très, très important de comprendre qu'il est là pour mettre en lumière l'ombre du Soleil. Il est là pour mettre en lumière l'ombre de Jupiter, l'ombre du Soleil, les deux grands mastodontes, les deux grands masters, parce que lui, il connaît très bien Pluton. Il connaît notre ami Hadès. Il sait qui il est, puisqu'il l'a bouffé. Et il sait aussi très bien qui est Neptune, parce qu'il l'a bouffé. Donc il les a à l'intérieur de lui. C'est ça qui rend Saturne passionnant. C'est qu'en termes d'énergie et d'astres, c'est qu'il a intégré à l'intérieur de ses cellules deux enseignements magistraux, que sont l'enseignement neptunien et l'enseignement plutonien. Et il vient de Uranus, son père. Donc il est l'intermédiaire avec les planètes longues, alors qu'il est dans un temps moyen et qu'il reste dirigeant avec Jupiter du temps humain sur Terre. Ce qui va nous faire dire combien Saturne est structurant. Et en fait, pour moi, je vous inviterai à aller regarder donc le lien que je vais vous mettre en descriptif sur la place de Saturne dans l'enseignement de l'astrologie védique et ce que les Indiens ont compris de l'enseignement védique. Moi, j'ai vraiment compris un truc là récemment en lisant tout ça et en me reconnectant à tout cet enseignement. C'est combien pour les Indiens ou même les Chinois, donc quand même 2 milliards, 2 milliards et demi de la planète, presque 3 milliards. Les Occidentaux, ils n'ont rien compris, quoi. On est à côté de la plaque. On est vraiment à côté de la plaque avec nos enseignements, justement, jupitériens, ou je dirais hédonistes. On reste mercurien, vénusien, martien. Je dirais qu'on reste martien. Et ils nous regardent. Mais je dirais que même les maîtres soufis, et d'une certaine manière aussi les maîtres musulmans, dans les trois traditions, sunnites, chiites et soufis, regardent les enseignements chrétiens et juifs
En mode, mais vous n'avez rien compris sur le destin de l'âme, quoi. Et c'est vrai, d'une certaine manière. Quand on regarde comment est amenée l'astrologie par la plupart de l'Occident, on n'a rien compris sur la logique de l'âme. Enfin, voilà. Et le deuxième, c'est pour ça que je parle de aussi toute la sagesse africaine, c'est Saturne l'Africain. Allez regarder ce que l'on peut en lire. Et là, on va comprendre une subtilité dans l'enseignement de Saturne qui va dépasser cette notion de on est venu s'incarner avec une mission sur Terre, avec l'ego, hein, et tout ce qui est dans l'ordre de l'ego dans notre société. Et ces acquisitions extérieures qui sont le programme, mais qui ne sont pas l'âme, qui restent à la fois dans l'illusion saturnienne, mais aussi dans l'illusion neptunienne. Donc Saturne est un vrai enseignement d'une vérité, mais qu'il ne donne que par le secret, la persévérance et l'endurance. Et c'est important de comprendre que Saturne, c'est un prof bienveillant. Je dirais, il est dur, il vous balance des... Voilà, pour moi, c'est une manière de dire, en fait, c'est le prof qui vous balance des polycopiés, qui vous donne plein de trucs qui sont durs, vous ne comprenez pas. À la limite, un Saturnien un peu sympa, il va être passionnant, vous allez l'écouter. Moi, ça me fait penser à plein de mes profs au CELSA. Je les écoutais, je trouvais ça passionnant, mais je ne comprenais pas, quoi. Ça me fait aussi penser à ma prof de prépa, quand elle nous enseignait Paul Ricoeur, quoi. Et Saint-Augustin. Elle était spécialiste de Saint-Augustin. Et je l'écoutais, je ne comprenais rien. Mais c'était passionnant. Je trouvais ça passionnant, mais je ne comprenais rien. Aujourd'hui, je commence à comprendre ce qu'elle m'a enseigné. C'est ça, Saturne. C'est vraiment de vous faire comprendre que vous n'êtes pas là pour comprendre au début, mais que vous allez comprendre après. Que ça va venir et ça va émerger en vous. Et que quand vous avez laissé émerger cet enseignement, et bien là, les miracles arrivent, le bonheur au sens occidental du terme, c'est-à-dire la simplicité d'être et l'accord avec l'âme émerge. Et c'est juste magnifique, quoi. Alors je vais vous raconter, je vais faire séparer le rêve que j'ai fait cette nuit et qui, je pense, pour moi, est une véritable clé de l'enseignement. Et je pense que je vais le faire finalement pour l'enseignement sacré. Donc avant ça, tradition. J'adore le suspense. Je suis dans du saturnien. On va faire Saturne façon Lion, Lion façon Saturne. Alors c'est plutôt Lion façon Saturne. On revient sur, c'est important. Revenez sur le podcast sur le bélier. Le seul signe pour moi qui est bélier égalitaire façon Lion. Lion façon Lion, c'est le bélier. Saturne, c'est un lion façon Saturne, façon Capricorne. Et on va faire les ombres du Capricorne. Allez, on y va. Alors, un lion façon Saturne, déjà, si on le regarde sur la roue astrale, astrologique, la roue des étoiles, pour moi, c'est important de parler de roues, surtout quand on parle de Saturne, parce qu'en fait, il y a plusieurs roues et il y a plusieurs manières de regarder un thème astral. Il y a la roue traditionnelle, de 1 à 12 dans les sens aiguilles d'une montre, donc du bélier jusqu'au poisson, et on va vers le bas pour remonter, mais en sens inverse d'une aiguille d'une montre, ce qui veut dire énormément de choses sur l'initiation de l'homme. On a le sens de la terre, poisson vers le bas, donc poisson vers le bélier. Donc la terre, elle cherche à aller vers sa mort, ce qui est normal, puisque à un moment ou à un autre, elle va vivre la destruction de la galaxie. Mais pour l'instant, c'est en croissance, donc elle est encore là-haut. Elle est encore jeune, notre Terre. Faut pas oublier, c'est une jeune femme. Elle a 17 ans, 20 ans, qui commence à comprendre le sens de sa vie et sa mission. Quand elle aura compris, la question, c'est qu'est-ce que va devenir l'homme? Parce que l'homme, on se pose des questions sûres. Mais il ne faut pas que je devienne mon axe, justement, Saturne en maison 5. On va en parler. Donc, est-ce que vous avez... C'est mignon, jolie manière de se déshabiller. Ça veut dire que vous avez un Capricorne en maison 5. Bibi, j'ai un Capricorne en maison 5. Votre constellation Capricorne est en maison 5. Donc ça veut dire que vous êtes un lion ou un lion avec un Capricorne en vous. Donc vous avez l'énergie solaire créative, mais de manière saturnienne, manière Capricorne. Donc vous voulez de la création qui est dure, qui est dure et qui dure. Vous voulez de la création qui est stable et qui est fidèle. Vous voulez de la création qui s'inscrit dans le temps. Vous voulez bâtir une cathédrale, en fait. Vous êtes un bâtisseur
d'un savoir qui va durer et qui va s'enseigner et qui va être dans l'initiation sacrée. Je crois que je suis dans mon lion Capricorne. Vous avez aussi un Saturne. Alors, si vous n'avez pas, par exemple, le lion à Capricorne, vous avez un Saturne en maison 5. Vous avez un Saturne dans votre maison du lion. Vous avez bien sûr votre Soleil en maison du lion. Mais par exemple, si vous avez une conjonction Soleil-Saturne, on a eu il n'y a pas longtemps, je crois, je ne sais plus. C'est là où on voit que astrologie classique, parfois, ça me dépasse. Humilité, hein, Saturne. Vous avez un Saturne en opposition du Soleil. Vous avez un Saturne en conjonction du Soleil. Ça, c'est très important de regarder les conjonctions, les trigones, les carrés, tous les liens de votre Saturne avec le Soleil. Très, très important de regarder. Parce que là, ça va donner aussi un indicateur sur la manière dont votre énergie solaire lionesque va s'exprimer dans cette énergie saturnienne. Et quand on a compris combien Saturne est important, on va comprendre que c'est important de regarder les liens avec Saturne. Donc sur un thème astral, regardez si c'est un lien producteur, entre guillemets, ou en tout cas générateur d'énergie, donc en bleu. Si vous regardez Astrothème, plus j'avance, plus j'adore regarder de manière traditionnelle. J'ai beaucoup aimé Astrothème parce que ça permet d'avoir une première lecture des astres. Et aujourd'hui, j'aime beaucoup regarder on va dire je deviens peut-être plus saturnienne aussi, les représentations plus conventionnelles où on n'a pas cette notion de couleur de trait et donc de tension parce que c'est à nous de la comprendre avec notre lecture et notre sachant. Saturne n'y plaît pas parce que c'est un sachant. Vous savez, franchement, j'ai remarqué combien aujourd'hui les étudiants en tant que profs, ils n'aiment plus les profs qui savent, quoi. Et même on les détruit, les profs qui savent, parce qu'il y a l'IA, parce qu'il y a Wikipédia, parce qu'il y a Google. Et donc, si on se trompe, le gamin, l'élève, là, il dit ouais, c'est pas ça. Ok, c'est pas ça, je me suis trompée. C'est grave. Vous êtes censé tout savoir. Non, c'est pas possible, on peut pas tout savoir, en fait, on est humain. Je veux dire, même un académicien hyper intelligent qui siège à l'Académie de France, il sait pas tout. Même un scientifique qui a inventé les lois les plus importantes de notre planète ne sait pas tout. Une personne pour donner ça, c'est Einstein. Je veux dire, il a incarné des choses pour à la fin de sa vie s'apercevoir qu'il s'était peut-être trompé sur tout un domaine de sa vie. Et puis s'apercevoir que finalement, capricornien, saturnien pour le coup, ce qui était important, c'était sa relation à la famille. Mais c'est pareil pour Jung. Jung, il sait plein de choses. Alors, il a été très papillon, Jung, hein, mais profond, papillon profond. Et finalement, il termine ermite en se posant des questions sur l'enseignement qu'il a donné et sa relation à la fois à sa femme, à ce qu'il a construit. Et c'est vraiment ça, Saturne. Lion en Saturne, c'est ça qui est difficile en fait dans l'énergie Lion en Saturne, c'est qu'on veut construire des choses qui durent et on sait qu'en construisant ces choses qui durent, alors déjà on va s'attirer du karma, on va s'attirer des critiques, mais c'est là où il faut dépasser les critiques. Donc voilà, ok, balancer. Donc c'est pour ça, moi, je dirais maintenant, on m'a prévenu, on m'a dit, ah ouais, si tu veux devenir célèbre, fais attention aux critiques. Oui, c'est stick skin, quoi. Hein, et finalement, les critiques, c'est pas nous, c'est l'illusion. Mais plus que finalement la critique, c'est l'esprit critique. Un bon prof fait naître l'esprit critique. Un bon prof a compris que l'élève va le dépasser. Et c'est ça le véritable enseignement, le véritable professorat. C'est de comprendre qu'à un moment, on devient out of time, on devient saturnien qui a donné, et que la connaissance nous dépasse, et qu'on est venu pour ça. Et ça va donner du coup au lion toute sa capacité. J'ai vraiment expliqué dans la vidéo, le podcast sur le lion, que le lion, le soleil, il met en lumière, tout en ayant conscience de toute l'immensité de la galaxie noire autour de lui. Et en fait, c'est ça ce qui lui permet Saturne, c'est de dire, ok, tu as conscience qu'il y a du noir autour de toi, qu'il y a de l'ombre autour de toi, et je vais te donner cette clé qu'il vient chercher, le lion. C'est en ça que les deux sont très, s'entendent bien et pas bien, sont en opposition, conjonction, harmonie. De toute façon, c'est pareil pour tous les signes, quoi. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'un lion, façon Capricorne, façon Saturne, avec cette énergie du 10, va aller chercher une reconnaissance humaine, va aller chercher une durabilité humaine, va aller chercher une figure d'inspiration, d'être une figure d'inspiration et créative. Donc ça peut être aussi tous les artistes qui vont donner une legacy, un héritage profond, pas forcément de leur vivant,
même s'ils vont le chercher de leur vivant. Ce serait peut-être un peu un Mozart, mais Mozart, non, je dirais qu'il a quand même un côté neptunien et uranusien qui est plus fort que son saturnien. Mais il pourrait y avoir de ça, dans le sens legacy qui arrive après. Il rencontre quand même pas mal de résistance, notre ami Wolfgang, quoi, hein, et puis la manière dont il meurt. Voilà. Donc ça va être le lien. Ce serait un peu un requiem. Là, on serait dans l'expression du lion façon Capricorne. Et je veux pas que vous ayez aussi l'idée que être lion façon Capricorne, c'est écrire un requiem, quoi. C'est c'est bâtir aussi une cathédrale en ayant conscience qu'on fait des choix de matière et qu'on fait des choix de foi, qu'on fait des choix de création, en fait. Et que ces choix de création vont avoir un impact sur la société. C'est la création de l'IA aussi. C'est de se dire, je crois que l'IA va amener de la joie, va amener de l'enfant intérieur, va amener quelque chose qui dure. Ce serait ça. Bon, moi, forcément, j'en doute, mais c'est ça, finalement, l'énergie aussi du lion, façon Capricorne. Voilà. Donc, c'est une alliance, quand même, très puissante et très intéressante à livrer. Allez, on va aller sur les ombres du Capricorne, justement, et les ombres de Saturne. Pour moi, vraiment, on parle des deux quand on parle de ces deux signes. Hein. Alors, les ondes à Capricorne, si on est sur la lecture, on va dire classique, horoscopale, astrologique du Capricorne, il est dur. Il va avoir peut-être un côté un peu vierge pour moi, perfectionniste. Pas autant que la Vierge, mais pour moi, il porte ça. Il n'exprime pas ses émotions. On dit souvent des Capricornes que ça se reconnaît vraiment à Capricorne. C'est-à-dire quelqu'un qui a une énergie Capricorne et qui a un soleil à Capricorne, on le reconnaît tout de suite. C'est comme, vous savez, Lise Bourbeau qui dit qu'on en reconnaît en fonction de nos 5 blessures, c'est pour ça que ça bug. On va tout de suite le reconnaître. On va le reconnaître à sa forme de mâchoire, à la manière dont il porte son front, son cou, et sa manière de pas montrer ses sentiments, de nous regarder. Et alors après, ce qu'il émane en plus va nous permettre de savoir s'il y a autre chose que de l'énergie Capricorne, donc savoir si c'est peut-être une maison en Capricorne, un ascendant en Capricorne, un soleil en Capricorne ou une lune en Capricorne. Donc ça va lui donner vraiment cet aspect rigide. Le Capricorne, on n'aime pas sa rigidité, il est pas, mais il est rigide parce que papa, quoi, il veut protéger le truc. C'est pas le mari c'est Jupiter, quoi. Lui, c'est le père. Il a décidé de procréer. Il a décidé de faire des choix. Il a décidé donc ça va les rendre très intransigeants, les Capricornes, hein, peut-être parfois intolérants. Ça va aller avec l'énergie par exemple du Lion ou du Sagittaire. Il ne faut pas oublier que le Capricorne, il vient du Sagittaire. Donc il vient de comprendre qu'il est doté d'une énergie spirituelle, d'une énergie de guide, et il a envie de le mettre dans la durée. Donc ça va le rendre potentiellement intransigeant, intolérant, mais plus mature qu'un Sagittaire, parce qu'il n'est pas juste là pour dire je suis guide parce que c'est cool d'être guide ou c'est cool d'être voyageur. Bien sûr la différence entre Jupiter et Saturne. L'ombre au niveau énergétique d'un Capricorne, c'est donc le Capricorne, il a passé ses 40 ans, hein, donc il a vu son ascendant, ce que commençait à voir le Sagittaire. Donc pour reprendre, j'explique toujours moi les signes en fonction d'un âge énergétique, donc la croissance énergétique de notre corps et de notre âme. Et donc le Capricorne, il aurait, je dirais, entre 40, 45 ans jusqu'à 50, 55 ans, voire 60, 65 ans, en fonction de quand est-ce qu'il prend sa retraite et quand est-ce qu'il accepte de se retirer du monde pour être sur la quintessence de sa lumière et la quintessence de sa transmission pour le monde, ce qui va en faire un Verseau. Et c'est là où il n'aime pas trop aller vers le Verseau. En fait, c'est pas facile pour le Capricorne d'aller vers un Verseau parce qu'il doit donner la torche de lumière à quelqu'un qui a bien compris ce que le Capricorne vient exprimer, c'est-à-dire faire durer la société, faire durer l'espace public. C'est un peu à Habermas qui se pose des questions sur les effets de alors je vais dire la publicité, c'est une manière simple de résumer Habermas, plus vite que ça. Habermas, c'est l'auteur, Jürgen Habermas, c'est l'auteur de l'espace public. En gros, il étudie l'espace public au XVIIIe, XIXe siècle avec la naissance de la marchandisation et du fait que les marchands, donc les entrepreneurs,
utilisent la publicité pour vendre leurs produits. Mais du coup, ça va être au niveau politique et public, comment on utilise les moyens de communication pour aller amener une valeur qui est l'intérêt général. Et il se pose la question effectivement du respect de l'intérêt général. Et Saturne, Capricorne, ils sont dans cette idée de j'ai compris l'intérêt général, l'espace public, j'ai compris les forces plutôt en présence de l'espace public. Et j'ai envie, en fait, d'avoir une trace, de laisser une trace, d'être important dans cet espace public. Et il va donner donc sa lumière à Verseau. Et ça lui fait un petit peu bizarre, parce qu'en fait, Verseau, il lui dit moi, je veux aller plus loin que l'espace public vivant. Je veux aller dans un espace public qui va préparer l'espace public d'après. En fait, Verseau, il dit à Capricorne, ok, t'as compris Agora, mais moi, je suis sur Agora 5.0, quoi. Et lui, Capricorne, étant très, très, très pragmatique, il dit on n'est pas en 5.0, on est en 0.0. 0.0, il faut rester humain. Il reste quand même humain, Capricorne. Donc, c'est cet âge, 45 ans, 65 ans, on a compris tout ce qu'on a appris, on a compris son expertise. Normalement, on est à sa place et on nous demande d'être éducateur. On nous demande d'aller amener tout un groupe de jeunes vers quelque chose qui est plus dur que ce qu'ils sont capables de faire, en fait. Ça me fait penser à Top Gun 2, vous savez, à Maverick. C'est un petit peu ça. Si vous n'avez pas vu Maverick, in a nutshell, Top Gun, Tom Cruise, qui est le petit jeune, le petit bleu, là, qui dit j'en ai rien à bol. C'est un peu le symbole de Aquarius, Verseau. Hein. Insolent, mais aussi un peu bélier. Vous savez, ouais, insolent, combat, mais in fine, qui arrive et donc qui voilà, remet en cause la structure, mais qui paye cher sa remise en cause de sa structure. Quand même, franchement, Top Gun, d'un point de vue Capricorne, il ne fait pas rêver. Il n'a pas de femme, il n'arrive pas à être stable, il n'a pas de métier de stable, il n'a pas les statuts, il n'a pas, voilà, il n'a pas ce qui permet de tenir la maison. Mais il a le côté innovant, à la fois bélier combatif et Géo trouve tout combatif, parce qu'il sait improviser avec la matière pour amener au-delà de ce que la structure voit. Et donc l'ombre du Capricorne, c'est vraiment de dire, j'ai cette conscience de ce vers quoi je vais, mais j'ai pas envie, je vais avoir peur de le donner, parce qu'en le donnant, je confie les clés du futur alors que je suis les clés du présent, et j'accepte de mourir. Donc c'est l'acceptation, ce qui est un enseignement très important chez Saturne. Et c'est j'accepte, il a compris les lois de l'univers, Capricorne, j'accepte du coup aussi ma puissance, ce qui est loin d'être évident. Et donc il donne les clés de sa puissance à un visionnaire qui va pouvoir construire ce que lui ne voit pas. Et ça va, voilà, le rendre inquiet. Il peut être anxieux, notre ami Capricorne. Il revient sur son axe, il reste un axe en cancer, quoi. Il peut se... Voilà. Et puis il sait que ça peut se détruire. Il sait que ça peut se casser. Et donc s'il se retrouve à vivre la faillite de son entreprise, ça veut dire qu'il n'aura pas réussi à faire la transmission justement vers le Verseau. Donc une ombre, au sens énergétique du terme, quand on la regarde à la fois dans le thème astral et dans la lignée de quelqu'un, c'est pas parce que vous avez 25 ans que vous n'avez pas déjà compris des choses de l'enseignement saturnien. N'empêche que c'est vrai qu'en tant qu'astrologue, on va quand même attendre de savoir comment ça se passe pendant vos 28 ans, 32 ans, parce que c'est le fameux retour de Saturne. Le Saturne fait donc reste à peu près 2 ans, 2 ans et demi dans un thème. Et donc, ça veut dire qu'il revient au bout de 28 ans, 29 ans. Et 28-29 ans. Voilà, on en revient sur le mystère des astres. Saturne comprend bien le mystère des astres. Il tient les clés des mystères des astres. Cancer tient le mystère du karma, donc de la vie humaine, de ses mémoires humaines. Capricorne tient le mystère des enseignements des astres. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, puisque je tiens, je vais te dévoiler et je vais te tester sur ce que tu es venu vivre. Et je vais te pousser à te rappeler ce pourquoi tu es venu vivre, pour que tu puisses l'accomplir. Et donc, en termes d'ombre, c'est tous les blocages qui nous empêchent d'aller dans notre potentiel. Et donc, on va aller regarder
bien sûr les mémoires, mais là encore, hein, si une personne arrive avec ses énergies de Saturne, ça veut dire qu'il a quand même déjà bossé sur lui. C'est pas possible que ce soit quelqu'un qui soit entre guillemets en niveau Vénus, en niveau Bélier, en niveau encore des problématiques avec ses parents, avec son couple, avec ses enfants, avec l'amour. Il a forcément compris euh, des choses sur son ego. Il y a forcément eu déjà une destruction, ou en tout cas une remise en question profonde de son ego. Sinon, c'est pas possible. Moi, je reviens sur, voilà, il y a des étapes dans la vie. Et être saturnien, c'est avoir fait quand même preuve d'humilité vis-à-vis des enseignements qu'on a eus. Donc, il y a eu des épreuves, il y a eu... Voilà. C'est pour ça, quand on me dit, ouais, telle personne, elle a une vie parfaite, elle est venue vivre pour le truc tout chousse, moi, je n'y crois pas. Je crois qu'il y a du mensonge là-dedans. Et que ça reste dans une illusion, du coup. Et dans une illusion qui peut avoir énormément de pouvoir parce qu'on adore voir cette illusion. Je vais vous raconter. Franchement, je vous invite à écouter mon rêve si ça résonne pour vous parce que c'est vraiment ça. Et donc, non, c'est pas... Saturne, il fait pas que c'est tout chousse. Je suis désolée. Je ne crois pas du tout en un Saturne qui fait que c'est tout chousse. Donc, si c'est tout chousse, c'est que vous n'avez pas compris l'enseignement saturnien, donc vous n'avez pas compris l'essence du temps humain et des lois de l'univers. Bon, pour moi, c'est comme ça. Donc, c'est ça qui est beau. C'est que Saturne, il va aller dans les ombres. C'est pas lui qui va vous pousser dans les ombres. Hein. C'est Pluton, c'est Scorpion, hein, et il a compris. Donc, il va comprendre cet enseignement des ombres pour vous pousser à aller au plus profond de vos capacités, de vos structures. Et donc, il va vous bloquer pour aller dire tu peux mieux faire. Je vous rappelle que c'est un enseignement bienveillant. La seule difficulté, c'est s'il reste trop dur en tant que prof. S'il ne voit pas que vous avez validé. Ah, mais s'il ne voit pas, c'est que vous n'êtes pas capable de le communiquer, mais qu'il peut aussi un peu voilà, retarder. Et vous savez, c'est toute la vertu du parent. C'est de se dire, est-ce que l'enfant, il a, il a compris. Alors c'est marrant parce que ça me fait vraiment penser du coup à Maverick. Donc Maverick, Top Gun, on lui demande, il est à sa place, il teste des fusées. Non, pas des fusées, des supersoniques. Bon, bref, c'est peut-être des fusées. On lui coupe des trucs parce qu'évidemment il écoute personne. Et du coup, pour le punir, on le renvoie à Top Gun, mais parce qu'on a besoin de lui et parce qu'il a un ange gardien, Jupiter. Nous avons tous des anges gardiens. C'est important. Et il va se retrouver face à ses élèves, il va les mettre au bout de leurs limites, saturniens. Il va les tester pour aller voilà, chercher le meilleur d'eux. Et il va se retrouver à se cracher pour sauver le fils de son meilleur ami qui est mort sous ses yeux. Et le fils de meilleur ami va le sauver. Et il lui dit, mais pourquoi tu m'as sauvé? Qu'est-ce que tu as pensé? Et le personnage lui répond, mais tu m'as appris à ne pas penser. C'est un peu ça, Saturne, quoi. C'est le moment où il réalise que vous avez appris la leçon, qu'il est OK. Ben, je vais te respecter maintenant. Donc, il faut lui montrer qu'on a appris la leçon à Saturne. Parce qu'en fait, il ne va peut-être pas y croire sans le voir. Il va avoir un côté Saint Thomas. Montre-moi que tu as mérité et appris la leçon. Montre-moi que tu es méritant de ce qui se passe après la leçon. Et ce qui se passe après la leçon, c'est là où vous dites qu'on va tous être saturniens. C'est l'amour. Je vous dis, Saturne remet les clés à Vénus, sa petite fille. Il remet les clés à Artémis, Diane. Il remet les clés à l'amour de la vie. Il remet les clés à Taureau, Balance. Donc il remet les clés à deux enseignants qui, alors s'il est en Taureau, va lui permettre de comprendre les structures de ce qu'il a fait, donc les résultats, les bénédictions de ce qu'il a fait. Et s'il est en Balance, va lui comprendre ce qu'il a réalisé de plus beau. Et donc, voilà, on dit toujours, il est exalté en Balance. Donc, ça veut dire qu'il va être traité comme un roi parce qu'on a compris qu'il a été capable de construire l'artiste, quoi, le beau. C'est quand même le jeu en vaut la chandelle, comme on dit. Hein, notre ami Saturne joue en chandelle. Donc, cette ombre en vaut la chandelle. Et donc, quand on est dans une ombre saturnienne où on ne réalise pas qu'on est à la hauteur de l'enseignement, on reste dans le non-mérite. Donc, Saturne nous parle aussi de beaucoup de confiance en nous. Et de l'expression même, de l'expression confiance en nous. Mais si c'est pas ça aussi, l'amour, qu'est-ce que c'est? Je
vais vous raconter mon rêve parce que franchement, voilà, ça fait du bien. Et c'est fou parce que du coup, je réalise l'enseignement sacré et je le réalise vraiment en faisant la capsule, ce qui je pense est très saturnien. Voilà, encore une manière de parler de Saturne. On y va. La tradition dans ce podcast, c'est de laisser un savoir sacré à chaque fois qu'on parle d'un signe astral, un signe astrologique. Et un signe stellaire, oui. Un signe solaire aussi. Et c'est vraiment fou parce que j'ai commencé en n'ayant pas forcément de programme, puisqu'il reste dicté et guidé par la petite voix, l'intelligence invisible. Et j'ai commencé par par Hélios et Lion, donc l'énergie soleil et le système solaire, pour évoluer, sans m'en apercevoir au début, hein, vers Gémeaux, Vierge, Balance, Taureau, Cancer. Allez, on y va. Sagittaire, Jupiter et maintenant Capricorne, Saturne. Et déjà pour Jupiter, je me suis fait, entre guillemets, une jolie petite pincette de vérité, quoi. L'enseignement, c'est tu parles de l'école des savoirs sacrés. Donc c'était assez... voilà. Parce que pour moi, on allait voyager dans chaque pays. Parce que j'avais commencé à apprendre la structure, quoi. Chaque signe, c'est on va dans un pays. Et pour ça, sur Jupiter, c'est non, on va dans ton pays, en fait. T'expliques ce que tu fais. Voilà. Et là, c'est tu expliques ce que tu es et ce que tu vis. Parce qu'en fait, j'ai vraiment cherché hier et avant-hier, sachant qu'on est en Saturne, saturnien. Et quand on est dans l'invisible, quand on est dans cette intelligence invisible, on est conscient des synchronicités, on est conscient des rêves, on est conscient de la petite voix, ce qui parle en nous. Et on est attentif. Ça, c'est vraiment un enseignement important de Saturne. On est attentif. On est attentif au langage de Dieu, on est attentif aux lois de l'univers. Ça fait 2 jours que je sais que je veux en parler de Saturne parce que ça progresse au fur et à mesure. Et je commence à avoir des messages sur les cheveux et la magie noire autour des cheveux, ce qui est très important. Et je vous ai promis d'ailleurs qu'après cet enseignement de 12, donc après le 12 de l'éclipse, je parlerai pendant 9 jours de la magie noire. Ce qui va bien me faire marrer, et puis comme ça me permettra de parler des djinns. Je parle trop peu de mes créations. Et ça va être drôle, ça va vraiment être très très drôle. Parce que je commence à voir l'enseignement et les djinns, on peut tellement se marrer que je suis très très contente. Mais n'empêche qu'un, on le verra ensemble, un grand apostolat, cathédrale de magie noire, c'est les cheveux. Mes amis qui me connaissent doivent se marrer parce que je parle souvent de mes cheveux et je suis jamais très contente de mes cheveux, mais ça c'est aussi lié à ce que j'ai vécu en tant que petite fille. J'étais toujours pas bien coiffée, avec une mère surtout qui n'aimait pas mes cheveux. Je les trouvais, voilà, ils étaient pas raides, pas faciles à coiffer, ils font des nœuds et ils sont très fragiles. Ce qui est intéressant sur ce qu'on peut dire de l'enseignement des cheveux en spiritualité. Donc j'ai commencé à avoir cette symbolique des cheveux, puis on m'a dit tresse. Et j'ai fait ah ouais, on est dedans, tresse. Et je me suis reconnectée et là j'ai vu Saturne dans les tribus amérindiennes, notamment au-dessus de Vancouver. Et c'est toujours très précis, vous savez. Et j'étais pas été chercher le nom, parce qu'on m'a dit c'est pas le nom qui t'intéresse de la tribu, alors que je le connais, que j'ai été le voir, que j'ai traité plusieurs fois de cette tribu, parce qu'elle me passionne. Et là on m'a dit non, c'est pas ça qui nous intéresse. Donc tu écoutes, on en revient sur on écoute la petite voix, on écoute la limite de la connaissance. C'est-à-dire qu'un Saturne bien aspecté, il fait un équilibre entre la connaissance par l'esprit, donc ce que l'on sait par la preuve, ce que l'on sait par la science, et ce que l'on sait aussi par le cœur, l'émotion, la lune, l'intuition. Et il met une limite à la connaissance par l'esprit pour laisser parler l'intuition, parce qu'il a compris sa place. Anneau, planète, enseignement, aller vers Vénus, aller vers l'amour, aller vers la lune, quoi. Aller vers l'humain. Donc il a compris ça, il a compris la place. Donc je ne cherche pas à avoir. Mais je me dis, je vois pas du tout d'enseignement saturnien. Moi, j'aurais pensé qu'on allait en Inde parler justement de l'importance de Saturne en Inde. Ou même
là, je vois les huttes de sudation. Ça tombe très vite. Inini, inipi, inipi. Sur les huttes de sudation. Je me dis, ah bah ouais, c'est vrai, c'est logique. C'est un rite de purification. Après tout, Saturne, on nous dit qu'il purifie le karma. Mais je m'interroge parce que je me dis, finalement, pour moi, le vrai purificateur du zodiaque, c'est Pluton. C'est Hadès. Donc je me dis, mais c'est un petit peu hadésien, un peu plutonien, un peu scorpionesque, ton truc. Donc ça ne résonne pas non plus complètement, la hutte de sudation. Et je me dis, mais est-ce qu'il existe des huttes de sudation sur le plomb? Et alors c'est là où on voit toute la scientificité sur les risques des huttes de sudation. Je n'avais jamais pensé qu'il pouvait y avoir des risques de huttes de sudation. Vous savez, comme j'en ai fait une de manière intuitive, en fait, une hutte de sudation, moi, c'est venu dans ma vie sans que je sache que je faisais une hutte de sudation. C'est quand je suis partie donc, à Tombouctou, au Mali. Je voulais absolument voir Tombouctou. Je ne voulais pas mourir sans avoir vu Tombouctou. Donc, à la fin de ma thèse, cadeau de fin de thèse, et je pars au Mali. Voilà, c'est complètement spontané, rien n'est prêt et tout s'aligne, je vous assure, mais tout s'aligne. Et notamment, on me dit, va voir. Ah zut, ça m'agace. Je le connais par cœur, mais c'est pas grave. Bon, lisez-le dans mon livre, Suivre les lignes tracées par l'amour, parce que c'est vraiment cette histoire. Allez voir la main de Fatma, mais version American Valley, juste à côté du fleuve Niger, un peu en bas. Mais Tombouctou est de l'autre côté. Et on me dit, tu verras, c'est une porte pour aller à Tombouctou. Et effectivement, c'est une porte pour aller à Tombouctou. Mais les personnes qui m'accueillent savent que j'arrive. Et en fait, ils se posent la question de où est-ce qu'ils vont me loger. Quand ils me voient débarquer, sachant que j'ai passé une nuit dans un bus, que c'était une nuit improbable parce qu'on traverse des zones rebelles, avec des combats, que tout d'un coup dans la nuit, je me réveille parce qu'il y a un militaire, ça a été su qu'il y a une blanche dans le bus, donc les militaires viennent dans le bus, il se met à côté de moi, donc je me réveille avec une mitraillette à côté de moi, enfin voilà, contre ma joue, et cet homme qui me dit je suis là pour vous protéger. Bon, bref, c'est quand même assez improbable. Et je me souviens très bien de l'homme qui m'accueille et qui me regarde, puis il regarde sa femme, et là, tu sens qu'ils avaient préparé un lieu pour moi pour dormir, et puis ils se disent non, c'est pas ça qu'on lui donne à la blanche, quoi. Hein. C'est autre chose. Et là, je les vois, en fait, réaménager une hutte de bois. Vraiment une hutte, amène la terre et tout, et puis elle y met un feu. Et ils me disent, bah, quand le feu s'éteint, là, tu vois plus la flamme, tu vas rester à côté, tu vas attendre, tu pourras rentrer. Évidemment, ça a lieu en fin de journée, vers la nuit, quoi. Et donc, je peux rentrer, il y a le froid, et à ce moment-là, je sens la chaleur. Et cette nuit-là, j'ai fait tellement de rêves. Oh là là, j'étais sous les étoiles, et j'étais en hutte de sudation. Donc, c'était ça, une hutte de sudation dans cet enseignement-là. Il y en a d'autres, et vous avez probablement vu et vécu. Je pense au Chili. Ah, c'est pareil, ça ne veut pas venir, hein, c'est fou. Aztecan, Avoscan, Telescan. Bon, j'en parle dans mon article avec Magdalena Sota sur ce que j'ai vécu au Chili. Donc, c'est dans Native, allez lire. Et voilà, c'est la hutte de sudation vraie, mais moi, je ne la connais pas. Et c'est là où je vois qu'il y a des risques dans les huttes de sudation. Et je me dis, et parce que je tape hutte de sudation et plomb, donc tout ce qui est intoxication, poison. C'est intéressant de se dire Saturne est lié au poison, lié au plomb. À l'alchimie, du plomb qui devient or. Et je me dis, c'est vrai, on aurait pu parler ça, donc magnifique rituel en Turquie et tout. Et ça résonne toujours pas. Et là, je tombe sur les cheveux de la terre-mère. Et je pensais vraiment que ça allait être ça, l'enseignement. Donc c'est effectivement le tressage. Mais le tressage qui permet de donner la sauge, vous savez, nos bâtons de sauge, et qui nous permettent de nettoyer au nom de la terre-mère et de tresser. Et moi, ça m'a relié à un livre que je vous encourage vraiment à lire, qui est génial, c'est Tresser les herbes sacrées. Et tout cet enseignement de cette femme, c'est comment elle a appris à observer la nature et elle l'a allié à son travail de botaniste, biologique, je ne sais plus. Et comment elle a associé son cerveau rationnel, scientifique, avec son cerveau d'héritière déjà d'un savoir d'une tribu, je ne sais plus lequel, je vous incite vraiment à regarder le livre, et son savoir de femme, aussi ce qu'elle a vécu en tant que femme, et ce qu'elle a appris par l'expérience avec ses étudiants on the field. Et c'est ça la quintessence, en fait, de l'enseignement saturnien. C'est Saturne par rapport à l'abondance, c'est pas l'abondance matérielle. Bien sûr, il va nous la faire comprendre, l'abondance d'argent. Mais c'est l'abondance des vies, c'est l'abondance des sagesses, c'est la capacité à être un caméléon qui s'adapte,
mais qui va en même temps rester caméléon. Et c'est vraiment ça la quintessence de l'enseignement de Saturne. Et donc finalement, aujourd'hui, moi, l'enseignement de Saturne, ça va être de dire, être dans la quintessence de vos savoirs sacrés et dans la quintessence, pour moi, de vous raconter une histoire et notamment de vous raconter le rêve que j'ai eu cette nuit. Donc allez, on y va. On rentre dans le rêve, donc on prend quelques temps de... Parce que même moi, j'ai besoin de me réaligner. Alors je rêve beaucoup et je rêve depuis très longtemps. Et les rêves, c'est pareil, je l'explique dans Suivre les lignes tracées par l'amour. Je l'explique aussi dans le livre que j'écris. Je me demande si finalement je vais l'éditer ou pas. C'est un vrai questionnement. Est-ce que je mérite ou est-ce que le monde mérite cet enseignement? Est-ce que le monde est prêt pour cet enseignement? Je ne sais pas. C'est une vraie question. Le rêve, quand il se présente à vous de manière consciente, quand il se présente à vous de manière mémorisable, quand il vient à vous le matin avec ce scénario fort, ce message, il vous demande déjà dans quel cadre avez-vous mis le rêve saturnien. Donc moi, le rêve, il intervient dans « je suis en train de faire ces capsules, je suis sur la 9e capsule, c'est encore Uranus, Neptune et Scorpion, Pluton, 11-11 bien sûr. Et j'ai envie de parler de Saturne et Capricorne avec toute la sagesse que cela implique. J'écris pour être dans le rêve conscient et enseignant. C'est vraiment important d'apprendre à écrire dans un carnet avant de se coucher. Donc c'est ce que j'ai fait hier. Et c'est de demander. Je demande à Saturne de m'expliquer la quintessence de son enseignement. Et donc j'ai demandé, parce que je commence à me dire, est-ce que j'ai vraiment compris, moi, l'enseignement de Saturne pour ma propre vie? Est-ce que je suis à la hauteur de l'enseignement de ma propre vie? Et donc le rêve, c'est... j'assiste à une conférence. Il y a une estrade, il y a un écran derrière. Et vous verrez dans le livre, je lis. Aussi dans les manières de... Avoir cette connexion avec l'univers, c'est lire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le fait qu'on nous empêche de lire, qu'on limite notre lecture, c'est un vrai crime contre l'humanité pour moi. C'est important de lire. Et oui, ça demande un effort, mais c'est ça, former son esprit. Et il y a donc un écran. Et dans ce que vous allez lire sur Saturne version ce maître indien qui remet cet enseignement gratuit, il parle de l'écran de cinéma. Et en fait, nous, quand on voit un écran de cinéma, on va voir Star Wars, on va voir Dune, on va voir Bienvenue à Gattaca, on va voir Scream, on va voir Made à Manhattan, je sais pas, documentaire sur Zarathustra. On va voir un contenu qui est différent. On va voir Charlie Chaplin. L'écran est le même. Et en fait, savoir de conscience que l'écran est le même, donc que la vie est la même, la structure est la même. Par contre, ce qui change, c'est le contenu. Et donc, est-ce qu'on a conscience qu'on choisit le contenu, et donc qu'on peut choisir le contenu, ou est-ce qu'on est dans le contenu? Donc, toute la difficulté de l'hypnose par l'écran. Et pourquoi moi, aujourd'hui, quand je suis en stage, en formation, je dis à tout le monde, ne regardez pas vos écrans. Coupez-vous de vos écrans. Arrêtez de regarder des films, au moins le temps du stage. Je sais, c'est saturnien, mais j'assume. Parce qu'en fait, l'écran, c'est vous faire rentrer dans l'hypnose. Et c'est pour ça que je m'interroge beaucoup sur l'IA. Après, voilà, tout est parfait, parce que l'IA va accélérer l'hypnose, accélère la consommation rapide de contenu, sans persévérance de contenu. Et il y a un moment, on revient sur Terre. Ce que m'apprend la vie, c'est que justement, à passer 20 ans, 25 ans, on revient sur Terre et on rentre dans la vérité de la Terre, la vérité de la vie sur Terre. Le travail, la famille, la maison, la curiosité, le fait d'apprendre au quotidien à l'alimentation. Et donc cet écran se retrouve dans mon rêve. Et il est tout blanc. Et c'est important parce qu'en fait, le fait qu'il soit blanc, ça veut vraiment dire que tu es
à l'origine de ton programme. Tu es l'auteur du programme. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans cette conférence? Il y a 2 hommes. Un homme que je n'identifie pas, qui est ombre en fait aujourd'hui quand je vous le dis, et un homme que je connais, qui est mon directeur. Voilà, c'est directeur. C'est mon archétype, c'est directeur. C'est un homme que j'ai rencontré et qui reste pour moi un enseignant invisible, alors qu'en tant qu'être humain, on s'est vraiment loupé. Donc pour moi, c'est vraiment le rendez-vous manqué, cette rencontre avec cet homme, mon directeur. Mais c'est comme ça. Mais il reste un enseignant de mes énergies invisibles. Il est très fidèle. Il est très très souvent là, mon directeur. Et évidemment, quand je les écoute, il me parle d'une école où il faut aller. Et évidemment, comme j'aime ce directeur, bah, je veux aller moi dans cette école. Je veux retrouver mon directeur. Donc c'est le conte de fées. Ce qui, je vous rappelle, est le sens même de la vie. On vient vivre cet amour. Et là, je vois mon stylo qui se pose et je me réveille, mais je suis dans le rêve. Donc c'est pas Céline qui se réveille, c'est Céline dans le rêve qui se réveille. Donc déjà, je suis Céline, je suis moi. C'est très important aussi pour un rêve. Hein. Et là, je me réveille, donc en tant que Céline, avec mon sac, mon carnet, mon stylo, et je suis dans une station de métro. Alors pour moi, c'est la station de métro, je ne sais pas si vous avez vu, c'est hyper intéressant de le dire, le film About Time, qui est une notion de qu'est-ce que c'est le temps et qu'est-ce que c'est la vie. C'est un film magnifique pour comprendre l'essence aussi de qu'est-ce que c'est vivre une journée. Qu'est-ce que c'est répéter une journée et qu'est-ce qui fait la différence dans une journée entre subir sa journée et vivre sa journée. Et donc, je suis dans cette scène-là, c'est-à-dire dans ce métro-là, ça fait très longtemps que je ne suis pas allée à Londres. Hein. La dernière fois que j'étais à Londres, je pense que c'était en 2011, donc ça fait vraiment longtemps, quoi. Mais je suis dans ce métro-là. Et je vois plein de possibilités de train. Et il y a la possibilité du train, pour moi, Harry Potter, quoi, qui est parallèle avec J.K. Rowling, dont j'ai étudié le thème astral. Donc voilà, on revient sur un lien entre ma réalité, ce que j'ai étudié en tant que Céline réveillée, et ce qui se passe dans mon rêve. Et là, je vois tout le monde qui veut prendre le même train, parce qu'on est à New York. C'est là où quand j'entends les chiffres, on bascule donc de Londres à New York. Et là, New York, moi, c'est une ville qui était un rêve. J'ai vécu en rêve, vraiment. Je voulais aller à New York, c'était un rêve d'aller à New York, c'était le rêve de mon grand-père. Et d'avoir été à New York, la première fois que j'étais à New York, j'étais quasiment en larmes tellement j'étais heureuse d'être à New York. Et cette ville représente pour moi un rêve, et ça reste un rêve éveillé. C'est une ville magnifique, on dit ce que l'on veut sur New York. C'est une ville magnifique, c'est une ville que je souhaite à tout le monde de voir. Elle est géniale cette ville, enfin voilà, on dit en anglais, she worth every penny. New York vaut toujours le coup, quoi qu'on fasse. Voilà, c'est pareil, c'est très critiqué aujourd'hui New York, surtout en spiritualité, où on nous dit que c'est le capitalisme incarné. Ben ouais, c'est peut-être le capitalisme incarné, mais c'est une ville qui a donné de la chance à des immigrés. C'est une ville qui a été bâtie pour mettre la structure, l'entreprise en avant, pour construire quelque chose qui nous dépasse. C'est une ville qui a subi des attentats et qui se relève. C'est une ville à la rencontre. C'est une ville-île, Manhattan, hein, avec des ponts qui expliquent énormément de choses sur notre vie spirituelle. Enfin voilà, donc moi, le fait que ça se transforme à New York, ça veut dire que je suis en pleine possession de mes moyens dans le rêve. Et là, tout le monde veut prendre le même train qui va du 14 au 18. Alors, je ne sais pas si c'est exact, j'ai un doute en le disant de manière éveillée. Je dirais de 14 à 22. Parce qu'en fait, on va à World Trade Center, hein, quand on choisit ça, on va en downtown. On va vraiment dans la pointe de Manhattan et on va à World Trade Center. Et c'est pas ça qui est dans la conscience, c'est juste une manière de vous dire où est-ce qu'on va géographiquement. On va à downtown, on va à Wall Street. Et c'est plus intéressant de dire ça d'ailleurs. Et là, je vois tout le monde qui veut prendre le même train. Et je dis, mais c'est pas possible, on va être comme des poissons dans une boîte à sardines. Moi, ça m'intéresse pas d'être dans une boîte à sardines. Ouais, mais c'est le truc qu'il faut faire, quoi. Et moi, je regarde autour de moi et là, je vois qu'il y a un train rapide qui va vers la plateforme, enfin vers la rue 1 à 7. Je dis, bah, moi, je vais prendre ça, en fait, hein, parce que me mettre dans le truc à sardines, ça m'intéresse pas. Mais tout le monde me dit, c'est la meilleure manière d'y aller, c'est comme ça qu'il faut y aller. Je dis, ouais, mais bon, moi, je fais un calcul dans ma tête. Aller de 1 à 7, ça va aller vite. Je vais pas avoir tous les stops, donc je vais arrêter et puis je vais remonter à pied. Pas de problème, quoi, facile, je vais adore marcher. En plus, on est à New York.
Donc c'est ce que je fais. Et ce qui est chouette, c'est que dans ce train-là, c'est très lumineux, il y a d'autres personnes, on est très apaisé sur notre choix, on y va. Et évidemment, on est de l'autre côté du pont. Et il faut traverser le pont. Et en fait, il y a du vent, ça bouge. Et puis voilà, on se dit, finalement, pourquoi ça paraissait si dur que ça? Voilà, on vient d'un autre monde. Et donc on arrive, on traverse le pont, et là où est-ce qu'on arrive, c'est Disneyland. C'est vraiment fête foraine, quoi. Et il y a tout le monde qui a pris son train. Et c'est facile. C'est la barbe à papa, les pommes, vous savez, les jeux, la musique, les manèges, et tout le monde est surexcité après avoir pris son train bondé, quoi. Et moi, je suis là. Ah ouais, c'est vrai, j'aime bien Disneyland. C'est vrai, c'est cool. Mais c'est pas mon objectif, en fait, d'être là. Ça m'intéresse pas d'être à Disneyland. Elle est où l'école? Moi, je veux aller à l'école, qu'on m'a promise d'aller à l'école. Et je sais que c'est entre voilà, je sais que c'est entre la rue 14, 18, 14, 28. Donc, je veux aller dans cette école. Où est-ce qu'elle est? Ben là, on me dit, il faut que tu prennes un petit train. Tu prends un petit train qui va dans le noir. Sympa, hein? Et ce petit train qui va dans le noir, on a l'impression d'être dans les égouts de Paris. Là, on va à Paris. Donc c'est pour moi Belvédère, Belphégor, là, le fantôme. Je retrouve une amie d'enfance là-dedans, dans ce train-là, qui est le conducteur et qui est en même temps à côté de moi. Et je suis la conductrice. Et du coup, je vois que beaucoup de personnes s'arrêtent pour faire pipi. Je dis, ah bon, on peut faire pipi? Je dis, mais moi, je ne vais pas faire pipi n'importe où, hein. Et là, je m'aperçois que quand on avance, il y a des toilettes qui ont l'air propres et surtout, il n'y a personne qui y va. Donc moi, j'y vais. C'est très, très, très symbolique parce que c'est une toute petite pièce qui est en rouge, mais carmin, un peu comme ce rouge-là, framboise. J'y vais, ça se passe bien. Ça se libère. Hop, je reprends mon train. Et là, j'arrive devant la magnifique école, qui est une œuvre très moderne, très futuriste. Ce serait un peu Guggenheim. Sauf que Guggenheim, quand on connaît New York, c'est complètement haut. Mais voilà, c'est un petit peu cette ambiance-là. Et là, je rentre et je retrouve donc Philippe, coucou Philippe, qui est l'animateur de la chaîne On ne vous demande pas d'y croire. Et j'avais rencontré, moi, il y a 4 ans, en allant en Corse, parce que je rêvais d'aller en Corse, sachant qu'en ce moment, Napoléon est très présent dans mes énergies, que j'ai relu plein de choses à nouveau sur Napoléon, Napoléon Ier, 2, 3. Je voulais refaire la distinction entre le père, le fils, le neveu, qui avait été qui, comment ça s'était passé. Enfin, je voulais réviser mon histoire. Voilà, moi, ça m'arrive, hein, comme ça, j'ai envie de réviser l'histoire, ça fait toujours du bien. Et le personnage de Joséphine, de Marie, zut, Marie-Eugénie, je pense, je ne sais plus comment elle s'appelle, la deuxième femme qui lui donne son fils et qui, voilà, nous apprend des choses sur le pouvoir, la relation à l'exil, enfin plein de choses. Mais ça, c'est vraiment la symbolique que j'extrais, moi, quand je vous dis ça. Parce que quand j'arrive dans cette école, Philippe est en Corse, donc j'essaie de tout ça, pas être dans cette symbolique-là. Et en fait, il me dit, ah ben, on va parler, on parle, donc c'est ce que j'ai vécu. Et je reste à écouter. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand j'avais été le voir la première fois, j'avais écouté quelqu'un, son cousin, Jean-Jacques Casanova. Et, euh, et là, c'est inversé. C'est moi qui parle en premier. Et il me dit, tu vas écouter alors un monsieur que je vais garder sous silence parce que ça reste personnel. Mais pour vous donner juste l'idée de l'énergie, c'est que c'est quelqu'un que je me demande s'il ne va pas être un de mes maîtres à penser, à illuminer. Voilà, quelqu'un qui va potentiellement, qui est là pour me guider. Et donc c'est lui qui parle, c'est lui qui est la star. Et donc moi, comme je sais qu'il est là, je reste, j'ai envie d'écouter, forcément. Hein, c'est important pour moi. Et donc je rappelle que j'ai ma besace avec moi. Donc je sors, et là, il y a quelqu'un d'autre à côté de moi. Et ce quelqu'un d'autre, je pense que c'est la première personne qui était dans l'amphithéâtre avec le directeur. Et là, je le vois à côté de moi. Il se met dans l'angle, en fait, de la caméra. Mais sauf que lui, on ne le voit pas. Il n'y a que moi qui le vois. Et du coup, comme il y a une attraction qui se fait, hein, qui est là, qui est inexplicable, mais c'est comme ça que le rêve est présenté, je me retrouve, du fait de cette force d'homme qui est une masse, en fait c'est une ombre mais qui est gentille. C'est vraiment une ombre qui est gentille, c'est la meilleure manière de la symboliser. Je me retrouve dans le champ de vision de l'interview, alors que Philippe et cet homme, qu'on va appeler éveillé, figure d'inspiration, ils sont là. Donc c'est bizarre que je sois dans le champ.
Mais Philippe me dit gentiment: «Céline, tu es dans le champ et c'est lui qui parle, donc bah, enlève-toi du champ». Et il perçoit qu'il y a une présence, donc il me dit: «Te laisse, enfin voilà, avec ta présence». Et comme cet homme est un être éveillé, il me dit: «Non, mais c'est intéressant qu'elle soit là à ce moment-là de l'interview. Qui t'es?» Il me pose des questions et je lui raconte mon train, mon choix de train, Harry Potter, le métro Bombay, la fête foraine et tout. Et là, il me dit: «Mais c'est passionnant ce que tu expliques, en fait, c'est bien que tu parles, en fait, vas-y, vas-y». Et là, je réalise que je suis pas dans la bonne école. Je dis: «Mais en fait, je suis pas là où je dois être». Je me rappelle du plan. Je me rappelle que je ne suis pas allée dans la bonne gare, en fait. Ou en tout cas, je suis pas allée dans la bonne gare. Je suis pas née dans la bonne gare. Je suis pas partie de la bonne gare. Je me souvenais pas que j'étais pas dans la bonne gare. J'aurais dû prendre un train pour aller dans la bonne gare. Et on me regarde, on me dit: «Ah bon?» Et je dis: «Mais oui, parce qu'en fait, le, le- le chemin, il était tracé. Je devais partir de cette gare pour aller dans une autre gare pour prendre le train qui m'amène dans l'école où je vais retrouver le directeur». Il me dit: «Oui, oui, oui, tu as raison». Et il m'ouvre la voie. Et il me met dans le train qui me permet d'aller dans la gare et de prendre le bon train. Et quand je me retrouve dans ce bon train, je réalise que j'avais rien à foutre à New York. C'est génial. Je comprends pas pourquoi je me suis pas souvenue du message de la conférence. Je me dis: «Mais c'est pas possible, pourquoi tu as oublié les instructions de la conférence qui savait que tu n'avais pas à aller?» En fait, tu avais la clé, mais tu as suivi finalement les propositions qu'on t'a données, tu as suivi un chemin, mais que tu devais réaliser que c'était à toi de prendre la vraie direction, ou en tout cas la direction dont tu es créateur. Tu savais que tu pouvais aller dans cette autre gare pour aller hors de la ville. Parce que évidemment, l'école sacrée de directeur, elle est hors de la ville. Et surtout, ce qui est génial, c'est que quand je prends ce train, alors qu'il y a un TGV, là, pour le coup, on n'est plus dans du métro, petit train, grand train, train, voilà, j'aurais envie de dire de région, TER. Donc on a vraiment, c'est intéressant, toutes les symboliques. Là, je suis dans le TGV. Mais c'est un TGV qui, étrangement, prend son temps et qui me permet toujours de voir. Et là, je me dis: «Ah ouais, c'est génial quand même de sortir de tout ça». J'avais pas envie d'être dans tout ça. Moi, je veux être dans mon TGV qui m'amène vers l'école magnifique. Et là, je rentre dans un campus magnifique avec bah voilà, une université magnifique et qui m'accueille. Voilà, ça, c'est l'enseignement de Saturne. Je vous laisse. Je serais très très curieuse de vous écouter sur ce rêve en fonction des éléments que je vous ai donnés. Et franchement, si ça vous parle, si ça résonne, si ça vous éclaire, qu'est-ce que ça éclaire chez vous? Qu'est-ce que ça vous dit sur l'enseignement de la vie? Qu'est-ce que ce rêve? Alors, c'est sûr que je pense que je vais l'écrire et je vais le mettre par écrit. Et voilà, c'est un très beau rêve. Je pense qu'il va me suivre aussi, moi, pendant plusieurs jours. Il y a une éclipse dans 3 jours, donc il arrive aussi à un moment éclipse. Voilà. Et bah, je serais vraiment curieuse si vous pouvez et que vous écoutez ce rêve. Je vais le séparer, je vais faire pareil. Pour les Manuiti, bah, ils vont avoir le timestamp. Et puis je vais le séparer pour le publier en séparé parce que je trouve qu'il est vraiment important dans la. Voilà. Et c'est un vrai don de donner. C'est important, là j'entends, on me dit c'est vraiment un vrai don de vous faire ce don de mon rêve parce que c'est un rêve qui est personnel, qui me regarde aussi. Mais en vous donnant, enfin, c'est mon jardin secret quand ce rêve. Je ne vous donne pas tous les éléments secrets, mais il y a des choses que je vous ne dis pas dans le rêve parce que ça me regarde et je n'ai pas envie de les dire. Je parle juste quand même d'un personnage et je vous dis qu'il y a un secret. Mais il y a d'autres secrets, bien sûr. On me dit arrête. Et voilà, c'est un cœur. Vous donner ce rêve. Donc bah, j'espère il pourra vous illuminer sur votre chemin de Saturne. Sur ce, on fait le rituel saturnien de clôture. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était vraiment un podcast que je ressens très important. De toutes les façons,
Comme toujours, j'ai suivi l'impulsion et l'intuition de cet enseignement. Je me suis pas posé de questions, j'étais un petit peu bélier dans mon truc, quoi. Et plus je rentre, plus, bah, surtout franchement, je vous le dis maintenant, mais les 4 premiers podcasts ont été un purgatoire. Ça a été très dur au niveau humain de vivre toute l'énergie que ça a libérée au niveau humain, mais à un moment, ça a libéré. Et c'est là où on voit que ben, l'astrologie, par exemple, est vraiment un axe qui permet de libérer et qui permet de retrouver sa voix, retrouver son essence. Peut-être pas tout comprendre, on revient sur l'enseignement de Saturne, on n'est pas là pour tout comprendre, mais on sait que c'est juste, on sait que ça vibre. Et c'est pour ça que c'est le moment où je remercie vraiment, vraiment de tout mon cœur, surtout les Manouiti, parce que c'est pareil, Manouiti, je l'ai lancé sans me poser de questions, sans prendre bah, la mesure du travail que ça nécessitait de faire Manouiti. Et ce que je reçois en retour, bah, c'est vos commentaires, votre vie de ce programme, de cette certification, de cet accompagnement. Et je mets toujours beaucoup de temps à répondre aux uns et aux autres parce que bah, voilà, c'est aussi un processus d'intégration qui est cadeau pour moi et qui permet aussi, bien sûr, en miroir à vous, d'avoir ce temps. Et parfois, je vous réponds aussi très vite, hein, ça dépend. En tout cas, merci, merci beaucoup. Et ceux qui sont là et qui commencent à connaître la chaîne et qui connaissent le rituel, on le dit tous ensemble, avec Saturne ensemble, bah, je vous aime et je vous aime. Je vous remercie vraiment, vraiment bah, de cette opportunité. On va remercier même YouTube de nous laisser voilà, la possibilité d'avoir du contenu, de partager du contenu. Hein, il était temps, même si bah, il y a des dérives avec ce contenu. Peut-être que avec Neptune, Uranus ou notre ami Scorpion, Pluton, j'arriverai à mettre à nouveau de l'optimisme dans cette modernité de réseaux sociaux et de films et d'industrie culturelle. Allez, c'est dit. Sur ce, bah, je vous promets de prendre soin de moi, de prendre soin de vous. C'est fou. Je ne sais pas exactement ce qu'il voulait être dit, parce que j'ai entendu promet, mais j'ai dit, une promesse, bon ben, promets. Je promets. Et je vous donne surtout que le but, c'était de vous dire, je vous souhaite de prendre soin de vous, prenez vraiment, vraiment soin de vous. Et l'éclipse arrive, ça y est, les énergies se lèvent vraiment, vraiment, elles se dévoilent, sa vérité se dévoile, ça y est, on y est. Donc, ben, enjoy. J'ai mes petites lunettes éclipse, bah oui, d'ailleurs, vous avez remarqué, j'ai mes nouvelles lunettes, donc j'ai eu un cadeau exceptionnel avec mes nouvelles lunettes. J'ai eu les lunettes de l'éclipse, donc je suis trop, trop contente. Donc pensez à vos lunettes. Et on espère que le ciel sera dévoilé, pas comme aujourd'hui par exemple, il est nuageux, et qu'on pourra la voir. Après, si on ne la voit pas, c'est qu'on la voit dans nos cœurs. Sur ce,